Au nom de Dieu, salutations victorieux célestes, au peuple de France et aux communautés, toutes les communautés. Ne soyez pas touchés par les blasphèmes de la République talmudique qui a fait de la laïcité sa religion. Restons vigilants avec discernement sur l'évolution du programme politique de destruction satanique. L'union est primordiale dans notre vie de vérité, celle que Dieu nous a ordonnée pour séparer le mal du bien. Si vous voulez vous purifier du mensonge historique religieux ou des mœurs dévoyées dans une république qui diffuse depuis notre enfance et des décennies et des siècles et surtout par notre entourage diversifié de toutes catégories, il faut commencer à aimer la vérité et sa logique de cheminement qui est depuis l'aube de toute création le fondamental de notre existence, car Dieu est vérité, mais pas tous les hommes. Car il y a des hommes, des femmes descendants de Caïn, le maudit, qui a peuplé la terre avec leur pathologie de dégénérescence meurtrière et leur vice de manipulation mensongère, diffusés par le CRIF, les loges maçonniques, sataniques, par le biais de la République au travers de femmes et des hommes, sayanim, espions à la solde de la République, comme d'autres, comme l'autre Zemmour, prêchant le choc de civilisation au profit des talmudistes sanguinaires. Alors qui est Zemmour? Chapitre 1. Ouvrage de Youssef Indy. Les Zemmour, tribus et familles. Petit historique, le nom des Zemmour dérive vraisemblablement du berbère amazigh, Az-Zemmour. Il désigne, écrit Émile Laoust, ouvrez les guillemets, l'oléastre d'un olivier sauvage dans le sud du Maroc et l'arbre cultivé dans le Rif. Il apparaît d'une antiquité déjà respectable si on en juge par ce fait qui s'est fixé comme toponyme dans les régions où le berbère n'est plus parlé. Zemmoura en Algérie, Azemmour, petite ville du littoral marocain. Il est devenu l'emblème d'une fédération de tribus guerrières, semi-nomades et pastorales qui en adopta le nom les Zemmour. Les Zemmour sont composés d'éléments appartenant aux trois branches nomades du peuple arabo-berbère. San Eja, nombreux dans les fractions sud rattachées au Haït Zouli, Zénétes, plus ou moins arabisés, et arabes, plus ou moins berbérisés, et pour la plupart répartis vers les basses plaines jalonnant la route de Rabat à Meknès, Benir Amer. Au début du XXe siècle, le groupe de tribus berbérophones Zemmour, qui avait déjà plusieurs siècles d'existence, est connu aux portes de Rabat et de Meknès par ses actes d'hostilité et de brigandage. Les étrangers ne traversent pas leur territoire sans s'assurer de la protection coutumière. Mezrag, contre-paiement. Le sultan marocain lui-même contourne la forêt de Mamora, que les Zemmour ont ravi au Beni Azem, et longe la côte pour rejoindre Meknès. Les tribus Zemmour comptent à l'époque plus de 12 000 tentes, groupant environ 60 000 personnes. Il faut attendre l'intervention française et le traité franco-marocain, appelé officiellement protectorat français dans l'Empire chérifien, conclu à Fès le 30 mars 1912, entre la Troisième République française et le sultan Moulay Abdel el-Hafid, pour établir l'autorité centrale. Les célèbres frères Zemmour, l'origine juive de certaines fractions des Zemmour est difficile à retracer compte tenu du caractère légendaire de leur généalogie. Toutefois, si l'écrasante majorité des Zemmour se sont convertis à l'islam, il demeure des familles juives qui portent ce patronyme, à l'instar des célèbres frères Zemmour, la fratrie mafieuse qui a sévi dans les années 1970. Bien que portant des prénoms français, Roland, Théodore, William, Gilbert, Edgar, Éric, on ne peut pas dire des frères Zemmour qui s'assimilèrent aux Caromes, ils vécurent comme les Romains. En effet, les frères Zemmour, à peine arrivés en France, se lancèrent dans l'escroquerie et le prosélytisme. Ils commencent par faire se prostituer des femmes pour le compte des Atlants,
une autre famille juive algérienne, avant de prendre leur autonomie et de se lancer dans un trafic de femmes en partance pour les Hero Center, maisons de passe, en Allemagne. Ils bâtissent un empire et la prostitution avec un champ d'action étendu, Allemagne, Belgique, Israël, et contrôlent le milieu parisien, où ils avaient jusqu'à 257 collaborateurs du proxénétisme, avec les hôtels de passe, bars à prostituées et cabarets. L'enfance d'Éric Zemmour loin de l'école laïque et républicaine. Éric Zemmour a longtemps vanté les mérites de l'école laïque avant de se radicaliser et de devenir le militant télévisuel d'un laïcisme de combat. Lors d'une interview accordée au journal Le Point le 23 septembre 2018, il justifie sa position. Ouvrez les guillemets, laïcité est dévoyée. Les élites considèrent que la laïcité ne concerne que la liberté religieuse, mais elle oublie que c'est d'abord la séparation entre le public et le privé, qu'il s'agit de ne pas montrer avec ostentation sa religion dans l'espace public. Quand Jean-Pierre Chevènement appelle l'islam à plus de discrétion, il se fait insulter. Et reprenant une thèse du philosophe Marcel Gauchet, répandue en France mais historiquement discutable, il ajoute, ouvrez les guillemets, l'islam n'a pas connu la laïcité, n'a pas connu la séparation du public et du privé, du sacré, du profane, du spirituel et du temporel. Je concède que la laïcité peut être une barrière si elle est utilisée comme contre l'Église, mais il n'y a pas d'Église islamique. Dans la même interview, s'agissant de son parcours personnel, il affirme que son idéologie assimilationniste serait l'héritage de son parcours personnel, celui d'un assimilé. Ouvrez les guillemets, j'ai répondu à la vieille injonction marxiste, d'où tu parles. Entre guillemets, je montre que mon idéologie ne vient pas de rien et témoigne de l'assimilation dans ma génération. C'est le discours connu du grand public, celui que tient le Zemmour s'adressant aux Français. Or, la réalité est diamétralement opposée à la petite histoire qu'il nous raconte dans les grands médias. L'autre Zemmour, le vrai, n'a pas été à l'école publique et laïque, ni sur les bancs d'une école privée catholique, comme pourraient l'imaginer ses lecteurs et admirateurs. Il a passé son enfance dans les écoles confessionnelles juive, se livrant à l'hebdomadaire communautaire Actualité juive le 9 novembre 2006. Le vrai Zemmour raconte une histoire personnelle bien différente de celle qu'on le connaît. Ouvrez les guillemets, j'ai reçu une éducation religieuse traditionnelle au cours de mes années passées à Lucien de Hirsch et à Yavne, deux établissements scolaires remarquables. Entre guillemets, l'Alep Beit de Éric Zemmour, Actualité juive, numéro 955 du 09-11-2006. Nous commençons à découvrir un Zemmour communautariste, ayant vécu à l'abri d'une laïcité anti-religieuse qui propose de durcir et d'utiliser en tant qu'arme contre l'islam, de la même façon que la République a tué le catholicisme. Nous dévoilerons dans la version papier de l'autre Zemmour l'entièreté de son communautariste direct. Chapitre 4. Zemmour pétainiste, un brusque changement de stratégie. La période actuelle a des similitudes avec les années 1930, en ce que, entre autres choses, les scandales de corruption se succèdent tandis que le monde de la finance et des lobbies trône vraisemblablement sur la France. Les élites politico-médiatiques craignent naturellement que les mêmes causes conduisent aux mêmes effets, et nous verrons qu'Éric Zemmour est un outil de détournement d'une colère populaire qui rappelle le mauvais souvenir. Dans un ouvrage paru en 2015, entre parenthèses, qui est Charlie, l'historien, démographe et anthropologue Emmanuel Todd émet l'hypothèse d'un déclenchement en France d'un antisémitisme non pas d'origine catholique ou se propageant à partir de l'extrême droite, mais, dit-il, ouvrez les guillemets, une xénophobie d'essence universaliste et à un certain moment de crise, d'un antisémitisme authentique républicain. Cette forme plus rare dérive d'une application exagérée du principe d'égalité, inverse quant à sa logique de l'antisémitisme catholique ou vichiste, qui provient de lui classiquement d'une application de routine du principe d'inégalité. Il était ainsi sa thèse. Ouvrez les guillemets, nous pouvons identifier un clair accès de xénophobie universaliste sous la Troisième République, mais loin du bassin parisien. Il a en effet existé brièvement dans l'Algérie coloniale, ce qu'on pourrait appeler un antisémitisme libéral et égalitaire républicain, en
pleine affaire Dreyfus, l'Algérie envoya ainsi au Parlement en mai 1898 4 députés anti-juifs. L'antisémitisme des Européens d'Afrique du Nord, qu'ils aient été d'origine française, italienne ou espagnole, n'était toutefois pas de même nature que l'antisémitisme catholique de l'Hexagone. En Algérie, le fond anthropologique européen est sans aucun doute possible, libéral, égalitaire et tout à fait laïque. L'Église ne pesait pas bien lourd chez les colons républicains, ce qui était reproché aux juifs algériens n'était pas, comme à ceux de l'Hexagone, de trop bien s'assimiler, mais au contraire d'être un peu lents et de continuer à pratiquer le vote communautaire. Les leaders des quartiers juifs qui restaient séparés et endogames négociaient en bloc les suffrages qui contrôlaient et perturbaient le jeu politique localement individualiste. À l'échelle nationale, les deux antisémitismes, le catholique différentialiste et le républicain universaliste, se sont mêlés. Aujourd'hui, du point de vue d'une certaine intelligentsia de droite, le danger principal est la combinaison de deux formes anti-judaïsme, un antisémitisme économique de la tradition de gauche et un antisionisme musulman porté par la population musulmane. Cette fusion que Zemmour et d'autres appellent entre guillemets islamo-gauchisme, l'anti-judaïsme catholique et l'antisémitisme nationaliste n'inquiètent plus, car ils sont aujourd'hui résiduels. Le calcul est donc rapidement fait pour Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy et J. William Golnadel. Pour l'heure, à moyen terme, l'alliance la moins risquée à établir est avec l'extrême droite officielle, ou plutôt les néo-nationaux souverainistes, en somme, les néo-conservateurs français. Éric Zemmour est un néoconservateur, bien qu'il ne vienne pas de l'extrême gauche la plus radicale, d'où sont issus Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut. Mais Zemmour vient bien de la gauche socialiste. Ouvrez les guillemets. Je me croyais de gauche, j'ai voté Mitterrand en 1980 et en 1988, et puis j'ai rompu avec la gauche depuis l'histoire du voile islamique au collège de Creil. Depuis, Zemmour a fait du chemin et est devenu le chantre de la droite, du bonapartisme jusqu'au pétainisme, en passant par le gaullisme. Un pétainisme de toute évidence autorisé. En effet, le 1er juin 2016, Éric Zemmour débat avec le grand rabbin Gilles Bernard-M à la grande synagogue de la Victoire. Un débat présenté par le directeur adjoint du journal Le Figaro, Yves Tréhard, devant près de 1300 personnes. Le média communautaire Actualité Juive se fit l'écho de ce débat et loin de s'offusquer tressa les lauriers à Zemmour. Ouvrez les guillemets. Éric Zemmour a expliqué, force citation à l'appui et dans un style brillant que personne ne peut lui enlever ce qu'il entendait par être juif et français. Éric Zemmour a alors regretté la disparition de l'israélite, ce français attaché à la maison française et juif dans la sphère privée. Avec érudition, il a rappelé l'histoire de l'émancipation des juifs en 1791 suite à la Révolution française, non sans évoquer deux points qui font selon lui le judaïsme français. Le discours du comte de Clermont-Tonnerre devant l'Assemblée précisant qu'il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Deuxième point qui forge l'identité des Français juifs, la convocation du grand Sanhédrin en 1807 par Napoléon. Selon lui, ce modèle de l'israélite a perduré jusqu'au grand chamboulement coïncidant avec Auschwitz, terme qui préfère à celui de Shoah et Israël. La débutait la seconde partie de son exposé. Maniant avec précision les notions souvent incomprises d'intégrationnisme et de multiculturalisme, Éric Zemmour détailla comme une nouvelle religion liée à la culpabilité face à Vichy, au passage qu'il dit moins antisémite, que les élites restées à Paris étaient nées avec Auschwitz, ainsi qu'une rupture par la défrancisation liée à l'attachement à l'égard d'Israël. Nous sommes sortis de l'israélistisme
de la victoire concluait et avant de prédire que la rupture avec le modèle français historique pour la communauté juive ne pouvait que la porter à quitter ce pays au bord de la guerre civile. Et vint le moment du débat entre les deux conférenciers, ponctué par les questionnements de Gilles Berhem sur la polémique présente dans le dernier livre d'Éric Zemmour, Le suicide français, dans lequel il réhabilite Vichy, considéré comme le sauveur, entre guillemets, les juifs français au détriment des juifs étrangers. Droit dans ses idées, le polémiste Éric Zemmour a livré sa vision de l'histoire de Vichy selon sa grille idéologique qui heurte les consciences. Vichy a protégé les juifs français car 90% d'entre eux ont survécu. Les statues des juifs n'ont tué personne. Pétain comme De Gaulle sont dignes d'admiration. Les juifs d'Europe centrale sont responsables de l'antisémitisme dont ils étaient les victimes en prenant le travail des Français. En résumé, des propos donnant la nausée. Des propos donnant la nausée, mais autorisés, tenus à la grande synagogue et discutés avec le grand rabbin. Et cela correspond à une stratégie, à un repositionnement froidement calculé, mais également à une certaine tradition liant une partie de l'extrême droite française et le sionisme.